Barreau de Paris, spécialisé en fiscalité. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la planification de la fiscalité dans le but d'éviter les pièges avant de s'expatrier à Dubaï. Alors, le sujet est un sujet important parce que on va voir qu'à Dubaï, c'est un paradis fiscal, c'est une destination aujourd'hui extrêmement courue par les Français. Et qui dit fiscalité privilégiée dit absence d'impôt sur le revenu, absence d'impôt sur la fortune, pas de retenue à la source en France sur les dividendes versés à Dubaï et un impôt sur les sociétés nouveau qui a été limité dans certains cas à 9% et qu'on peut notablement euh, optimiser encore mieux que les 9%, puisque c'est un impôt qui est apparu en 2023. Donc quand on regarde ça, qu'on constate en plus que les Émirats arabes unis ont un système conventionnel avec de nombreux pays très favorables parce que c'était souvent l'échange pétrole contre convention fiscale ou gaz, on a une situation privilégiée lorsqu'on devient résident fiscal dubaïote. Et donc, il faut, au regard de ça, connaître les risques qui doivent exister sur la problématique de la résidence fiscale dubaïote et les liens avec la France. Donc, la première analyse à faire lorsqu'on regarde cette problématique, c'est l'analyse de la résidence fiscale. Alors, on a une convention qui existe contre la double imposition entre la France et les Émirats arabes unis, qui reprend classiquement les critères établis par l'OCDE. Et donc, on a le critère du foyer d'habitation, du centre des intérêts vitaux, du séjour habituel et celui de la nationalité. Alors, le véritable critère le plus important va être celui du centre des intérêts vitaux. Alors, on parle aussi du centre des intérêts économiques, tous ces éléments-là, qui vont permettre de faire une véritable analyse. Alors, pourquoi cet élément est essentiel? Parce que on a dans la convention fiscale entre les Émirats arabes unis et la France une disposition qui se trouve à l'article 19.2 de la convention qui prévoit, alors l'article 19, c'est lequel? C'est un article très important dans les conventions qui parle notamment des crédits d'impôt et du mécanisme de la double imposition. À titre d'exemple, si vous allez lire, par exemple, l'article 5 de la Convention fiscale entre les Émirats arabes unis et la France, vous vous rendez compte que les revenus fonciers sont imposés dans l'état de résidence, dans l'état de situation du bien. Sauf que quand vous allez voir le mécanisme de crédit d'impôt prévu dans l'article 19, en réalité, il dit l'inverse. Et on arrive à des systèmes de non-imposition. Donc, une convention fiscale, ça doit savoir se lire. Et on a une clause tout à fait atypique dans l'article 19.2 qui prévoit que lorsqu'une personne qui est résident des Émirats arabes unis ou qui est établie est fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne, alors le sens du droit interne, c'est au sens de l'article 4b, les revenus de cette personne sont imposables en France, nonobstant toute autre disposition de la présente convention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les critères que je vous ai détaillés avant, foyer d'habitation, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, font que si vous remplissez un de ces trois critères, vous serez considéré comme résident fiscaux français, même si vous vivez constamment à Dubaï. Et le vrai sujet est rarement le foyer d'habitation parce qu'il est soit loué, soit cédé, foyer d'habitation en France. Le séjour habituel, également, ça pose pas de difficulté. Et ce qui va nous intéresser, c'est le centre des intérêts vitaux. C'est-à-dire comment être résident fiscal dubaïote en étant dirigeant d'une société française. Alors ça, c'est très, très compliqué, puisque le principe, c'est qu'il faut pas être dirigeant d'une structure et il faut aussi ne pas avoir de revenus principaux, majoritairement de sources françaises. Donc notre première analyse dans la planification fiscale va être vraiment de regarder ce sujet pour voir comment
se situe la personne et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Une fois qu'on a résolu ce problème, je dirais, on va avoir un sujet beaucoup moins compliqué qui est de qualifier la personne, le patrimoine et les revenus. Et tout cela va avoir une incidence sur le calendrier. Première question, l'exit tax. Est-ce que la personne est redevable ou pas de l'exit tax? Alors, l'exit tax concerne les personnes qui détiennent des titres de société à plus de 50% du capital ou dont la participation est supérieure à 800 000 euros. Attention, derrière, ce qui va nous intéresser, c'est aussi des plus-values latentes. Donc, si vous avez des titres de société à hauteur de 70% du capital, mais vous n'avez pas de plus-value, ou si votre patrimoine action va être supérieur à un montant, mais que vous n'avez pas non plus de plus-value, vous ne serez pas concerné. Donc ça, c'est vraiment le B à bas. Euh, Après, on va se poser la question du retraité ou de l'actif. Le retraité, il a des revenus de source française, une retraite qui ne sera plus imposable en France. L'actif, bien souvent, il risque d'avoir un patrimoine professionnel. Et qui dit patrimoine professionnel, on va revenir dans le sujet de l'article 19.2. Donc, on va regarder si les actifs en France, quels sont les actifs en France ou aux Émirats arabes unis, et je dirais plus largement hors de France. Est-ce qu'on a des actifs immobiliers, mobiliers, donc des placements, de l'assurance vie et du revenu? Lorsqu'on a du revenu de source française, il faudra analyser la notion de centre des intérêts économiques et la comparer aux revenus de source d'Ubaïote ou d'autres sources mondiales. Donc à chaque fois, on va avoir une architecture qui va faire qu'on va se poser toutes ces questions croisées pour pouvoir définir quelle va être la fiscalité applicable et éventuellement optimiser. Concernant le patrimoine, on va regarder le patrimoine qui se trouve en France ou hors de France, notamment au regard des problématiques futures que sont les droits de succession. Vous pouvez effectivement partir hors de France, devenir résident fiscal d'Ubaïote, avoir plusieurs résidences en France, ne pas avoir de problème d'impôt sur le revenu, mais avoir un sujet de droit de succession, les biens étant possédés en France. Et puis on a le sujet important de la résidence principale. Généralement, les personnes souhaitent vendre cette résidence principale. Là, on a un sujet parce que les Émirats arabes unis n'ont pas signé avec la France une convention en matière de recouvrement. Et donc, l'exonération résidence principale sera perdue à compter du jour où vous poserez le pied aux Émirats arabes unis et donc où vous deviendrez résident fiscal des Émirats. À partir de là, si vous vendez votre bien, il sera plus considéré comme une résidence principale, mais comme un bien immobilier. On appliquera les règles en fonction de la durée de détention. Donc, si vous avez une forte plus-value, vous risquez de passer d'une imposition zéro à une imposition importante. Je rappelle néanmoins que sur la première cession, lorsqu'on est non résident, on a le droit à un abattement de 150 000 euros qui peut rendre service quelquefois, mais qui ne résout pas de nombreux problèmes de prix de cession. Donc, le préalable de la cession de la résidence principale, c'est un vrai sujet. Alors, pourquoi on se pose toutes ces questions? Parce que les Émirats arabes unis ont donc une convention atypique et dont les personnes qui vont y vivre font l'objet de contrôles particuliers. On a beaucoup de contrôles fiscaux sur les personnes quittant la France et allant aux Émirats arabes unis pour vérifier
l'applicabilité de la convention et qu'ils soient bien devenus résidents fiscaux d'Ubayotte ou à défaut, considérer qu'ils sont résidents fiscaux français et leur demander des taxations. Donc, une fois qu'on a posé toutes ces questions, ça va permettre de réfléchir à la planification fiscale. On va donc décider et regarder s'il y a ou non une déclaration d'exit tax à faire. Je vous ai expliqué qu'en matière de cession de résidence principale, les Émirats n'avaient pas signé une convention en matière de recouvrement. Et donc, on n'avait pas le droit à l'exonération de résidence principale. De la même manière, comme cette convention n'a pas été signée par les Émirats arabes unis, la déclaration d'exit tax doit être déposée au moins 3 mois avant le départ de France. C'est-à-dire que même si vous venez me voir maintenant en disant j'ai besoin d'une assistance, simulons, regardons ce qu'on peut faire, je vous dirais attention, vous ne pouvez pas partir avant un délai de 3 mois, plus la préparation de votre déclaration d'exit tax. Et la déclaration d'exit tax peut être plus ou moins compliquée selon les cas. Alors, le plus simple, c'est que vous avez créé une société et il n'y a pas eu de mouvement. Puis après, on peut avoir différents sujets parce que vous avez créé des sociétés, vous avez amené vos titres à une holding, vous en avez racheté, vous en avez revendu. Et donc, la déclaration d'exit tax peut être d'autant plus compliquée. C'est quand même un élément important et déterminant dans la planification fiscale. Après, ce qu'on va regarder, c'est on va simuler l'imposition après départ de France. Au regard de votre situation, il vous reste du salaire, il vous reste des revenus immobiliers. Donc tout cela peut donner lieu à une imposition en France. Donc on va le déterminer pour qu'en vitesse de croisière, vous ayez l'information dès le départ. Et puis surtout, cette analyse, elle va permettre aussi la réorganisation des actifs. On va regarder les actifs qui sont ou qui doivent demeurer dans le patrimoine, ceux éventuellement qui vont être vendus parce que trop fiscalisés ou impossibles à gérer à distance. Et, et donc, on va se retrouver avec une vraie gestion du patrimoine. Alors, pas obligatoirement avant le départ, hein, parce que ça peut souvent s'échelonner sur plusieurs mois ou même années, mais ça va permettre de réorganiser et d'aller chercher des avantages fiscaux. Alors, avantages fiscaux, c'est tout simplement que entre deux situations, on va choisir la plus intéressante. On est toujours dans le cadre légal de l'application de la fiscalité. La seule chose, c'est que vous allez, comme vous avez deux casquettes, une casquette d'ancien résident fiscal français, une casquette de nouveau résident fiscal émirati, on va pouvoir voir comment travailler sur ces deux angles. Donc, on va réorganiser les revenus. Bien souvent, on va privilégier les dividendes, mais attention, il n'y a pas que ça, parce que les dividendes sont des revenus de source française. Et je vous rappelle qu'on doit avoir un équilibre. Et au niveau des actifs, on va réorganiser les actifs, peut-être vendre préalablement la résidence principale, peut-être la louer, voir comment on détient nos actifs, s'ils sont détenus directement ou indirectement. Est-ce que lorsqu'ils sont détenus indirectement, on va rester sur une imposition des revenus transparente à l'impôt sur le revenu, ce qui est plutôt une catastrophe, puisque je vous rappelle que dès le premier euro, on est imposé à 37,2%, ou est-ce qu'on va privilégier l'impôt société, et donc le fait d'amortir le bien avec une fiscalité et un taux d'IS compris, qui commence à 15 et puis après qui passe à 25%. On va aussi regarder le placement, les différents placements financiers pour pouvoir déterminer où on va laisser son argent. Il y a un élément extrêmement important lorsqu'on n'est plus résident fiscal français. euh, c'est exceptionnel que l'on laisse en France son patrimoine mobilier. Donc, contrat d'assurance vie, différents placements, souvent vont être gérés
soit à partir de la Suisse, soit à partir du Luxembourg, ou quelquefois à partir des Émirats arabes unis. Donc voilà sur notre sujet de la planification. On se rend compte que on a surtout un sujet avec l'article 19.2 qui va nécessiter une analyse des flux et puis après pouvoir se poser toutes les questions sur la planification fiscale dans le but d'optimiser la fiscalité une fois partie et puis préalablement aussi de pouvoir bien prévoir son départ afin de réaliser toutes les missions qui sont convenues. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous sur un prochain webinaire et je vous dis à très bientôt. Merci, bonne journée, au revoir. Georges, il y a Gilles qui doit faire la présentation maintenant, comme tu le Ah, sais. ah ben non, 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 j'ai pas vu. Alors vas-y, ah Gilles. ben, vas-y, Gilles. Donc, tu dois arrêter toi le partage d'écran pour que lui puisse Alors, mettre ah sa oui, 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 présentation à oui. l'écran. Justement, Gilles va Mais maintenant je l'entends enchaîner pas sur par contre. l'organisation du... Oui, je suis là. Ah Bonjour. voilà, Je j'entendais suis pas. là. J'essaye de pas faire de bêtises. Je crois que c'est ça. Voilà. Mais voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Ouais, bien sûr, vas-y, Gilles. Est-ce que mon PowerPoint est bien affiché? Oui, D'accord. Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Gilles Aliel et je dirige un cabinet de gestion de patrimoine à Strasbourg depuis 2005. Je suis CGP, traduisez conseiller gestionnaire en patrimoine. Je vais utiliser plusieurs fois cette abréviation. Et j'interviens également depuis 2010 en matière en master de gestion de patrimoine à la fac de droit de Strasbourg. Voilà pour me présenter. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux personnes qui souhaitent s'expatrier à Dubaï. Je vous propose de faire un tour d'horizon sur les pièges d'une installation à Dubaï et pour bénéficier pleinement des avantages que procure votre nouvelle résidence fiscale. C'est un plaisir pour moi de vous faire partager quelques informations sur Dubaï et compléter sur le plan patrimonial l'intervention de Maître Benayoun. On vient de voir que si le patrimoine resté en France demeure important, cela risque de compromettre les avantages que vous souhaitiez trouver en devenant résident de Dubaï. Ce webinaire s'adresse donc aux personnes qui vont se rendre à Dubaï pour y séjourner ou qui y séjournent déjà et qui souhaitent se prémunir des risques à venir en adoptant quelques bons réflexes. Il répond à la question: quelle décision prendre pour les actifs que vous possédez en France et quelles décisions prendre pour vos projets à venir. À l'issue de ce webinaire, vous disposerez de quelques fondamentaux. L'ambition de ce webinaire est de vous donner des informations clés, de vous proposer des débuts de solutions et puis de vous inviter à vous entourer de professionnels en gestion de patrimoine pour faire les bons choix. Quelques mots encore sur les CGP, donc conseillers en gestion de patrimoine. Le CGP accompagne ses clients sur tous les sujets qui concernent le patrimoine et la gestion de patrimoine. C'est un vaste sujet, ça concerne de nombreux domaines comme le droit de la famille, les régimes matrimoniaux, la succession et les donations, la fiscalité des investissements mobiliers ou immobiliers, la préparation de la retraite, la protection des proches et bien d'autres sujets. Alors, je vous propose pendant une demi-heure de couper les micros pour une expérience réussie et puis d'accéder par le chat pour poser vos questions. Nous verrons tout d'abord que le CGP accompagne les expatriés dans la gestion de leur patrimoine en France pour leur investissement à venir à Dubaï. Cet accompagnement est crucial car résider à Dubaï peut attirer l'attention du fisc, comme on vient de le dire. C'est un peu comme si on braquait le projecteur sur le patrimoine. Même sans intention de fuir, cette situation peut susciter des suspicions. La lutte contre la fraude fiscale ayant rapporté 14,6 milliards d'euros en 2022 souligne l'importance de prendre des dispositions pour protéger vos possessions actuelles.
Nous verrons ensuite que certains aspects relatifs à la convention fiscale entre la France et Dubaï, qu'il faut avoir à l'esprit. Et puis, sur le sujet, c'est aussi de savoir comment réduire vos actifs en France tout en restant prudent et en valorisant votre patrimoine. Donc, je vous propose d'examiner l'opportunité de souscrire une assurance vie et nous réaliserons une comparaison entre une succession en France et une succession à Dubaï avant d'aborder les solutions que je vous propose. Face à l'important déficit de la France et à la pression fiscale persistante, la menace constante de l'inflation nécessite une protection du patrimoine et les CGP peuvent vous orienter dans le labyrinthe fiscal et financier en cette période de fièvre des taux. Que vous ayez déjà quitté la France ou que vous envisagez de le faire, la perspective d'une faible imposition sur vos futurs revenus en tant qu'expatrié est claire. Cependant, le sort de votre patrimoine existant en France nécessite une attention particulière car sans modification, il continuera d'être soumis aux taxes habituelles dans ce pays qui est réputé pour ses impôts. Certaines questions importantes à considérer incluent le traitement de votre ancienne résidence principale, on vient de l'évoquer dans la présentation précédente, de l'immobilier locatif, des plans d'épargne, PEA ou PER, des livrets bancaires, des dépôts à terme, des contrats d'assurance vie ou de capitalisation, ainsi que d'autres investissements tels que le private equity, les fonds structurés, les fonds datés, etc. On ne va pas tous les évoquer. Ces sujets restent pertinents, même pour ceux qui ne s'expatrient pas. Il est également crucial que vos investissements... Attendez, là j'ai un petit problème. Voilà. Il était également crucial que vos investissements, en tenant compte de l'inflation, de planifier de nouveaux investissements adaptés à cette nouvelle réalité qui a changé. Alors, pourquoi ça ne passe pas? Voilà. Une démarche patrimoniale réussie repose sur un bilan patrimonial préalable. C'est une démarche similaire à la consultation médicale, où le médecin analyse avant de prescrire. De même, on établit un bilan patrimonial, c'est le point de départ pour prendre une décision éclairée et optimiser les conditions d'expatriation. Et le CGP joue le rôle de généraliste en vous guidant vers divers spécialistes et agit comme un chef d'orchestre dans l'accompagnement des expatriés. Son rôle crucial est de minimiser les risques financiers liés à des transactions défavorables ou des placements peu rentables. Et je dois ajouter que c'est un métier gratifiant. Il permet de mesurer l'enrichissement du patrimoine de manière individualisée année après année. C'est vraiment intéressant de voir comme le patrimoine augmente. Les rapports France-Émirats arabes unis sont gérés par une convention signée à Abu Dhabi le 19 juillet 1989. On l'a évoqué précédemment, elle permet d'éviter une double imposition pour le contribuable, éviter de payer 2 fois l'impôt, une fois dans le nouveau pays de résidence et une deuxième fois dans la France qu'on quitte. Elle constitue également une obligation et vous invite à être vigilant pour respecter la législation. Vivre à Dubaï présente, on l'a vu, des avantages fiscaux évidents, tels que l'absence d'impôt sur le revenu, de droits de succession, d'impôt sur les plus-values, des droits d'auteur, etc. Cependant, il est sage de gérer son patrimoine avec prudence, en évitant de mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est ce que je vais appeler le principe de non-cumul. Certaines particularités de Dubaï, telles que les risques géopolitiques liés à la charia pour les musulmans, les règles strictes sur la vie en couple hors mariage, les contraintes liées à l'alcool et le risque de change du dirham nécessitent une réflexion approfondie. La question cruciale serait où investir son argent à Dubaï, en France, dans un paradis fiscal? Voilà les questions que je vous propose, auxquelles je propose de répondre. Parce que conserver ses capitaux en Europe semble être une stratégie judicieuse en évitant toutefois les pays fortement taxés comme la France. Quant aux paradis fiscaux, ils figurent sur les listes noires des pays occidentaux. Ils peuvent entraîner des complications lors du retour en France en raison des suspicions
liées à l'origine des fonds. Pour illustrer mon propos relatif au taux de change dirham-euro, voici un historique récent du taux de change. Vous constatez qu'il y a beaucoup de mouvements, hein. Cela confirme qu'il n'est pas souhaitable de disposer de tout son argent dans les banques de Dubaï. Le risque de change est une réalité. Et compte tenu de l'évolution des changes non maîtrisables ni à court terme et a fortiori à moyen ou long terme, il est souhaitable de ne pas mettre tout son argent à Dubaï, je pense, et de conserver des actifs en euros, quand bien même les banques à Dubaï sont sûres. Alors, on plonge au cœur du sujet et on fait le point d'abord sur l'assurance vie. Alors, capitalisation ou assurance vie, c'est la même chose concernant la fiscalité. Je voudrais, pour introduire, dire que c'est la meilleure enveloppe pour faire un investissement parce qu'on peut à peu près tout imaginer, tout faire. Des supports ou des fonds peuvent être garantis, sécurisants, dynamiques ou encore spéculatifs. On peut absolument tout faire. Il y a des milliers, même des dizaines de milliers de fonds. Et les Français, d'ailleurs, ne s'y trompent pas puisque l'assurance vie collecte environ 2/3 de l'épargne en France. Alors, concernant la fiscalité, on ne paye des impôts que sur les intérêts, bien sûr, pas sur les versements. Avant 97, là, je pense que vous voyez ma souris, hein. Avant 97, il n'y avait pas d'impôt. Puis, pendant une vingtaine d'années, de 97 à 2017, l'impôt était dégressif. Il passait de 35 à 15%, et après 8 ans à 7,5%. Et enfin, depuis 2017, on est passé de 35,15 à 12,8, et après 8 ans à 7,5%. Et selon que la prime est supérieure, que le rachat est supérieur ou inférieur à 150 000 euros, eh bien, après 8 ans, c'est 7,5 ou 12,8%. D'accord? C'est sans aucun doute le meilleur moyen, le meilleur véhicule, la meilleure enveloppe pour investir son argent. Focus sur la transmission du patrimoine. Si on fait un tour sur la transmission, on va s'intéresser au cas de transmission le plus favorable, c'est-à-dire la transmission en ligne directe, c'est les parents et les enfants. Si je considère la fiscalité de l'assurance vie avec celle du patrimoine, le reste du patrimoine, c'est quoi? C'est l'immobilier, c'est les comptes en banque, c'est les valeurs mobilières. Eh bien, on bénéficie, vous voyez là, d'un abattement de 100 000 euros qui est renouvelable tous les 15 ans. Et vous pouvez voir que dès 16 000 euros, hein, à peu près, eh bien, on atteint la tranche de 20%. Vous voyez qu'en face, j'ai la colonne de l'assurance vie, de la fiscalité de l'assurance vie. Pour atteindre les 20%, il faut aller à 152 500 euros. C'est quasiment 9 fois plus. Et jusqu'à 152 000, je n'ai aucun impôt. L'impôt maximum pour le reste du patrimoine, c'est 45%. Et je dépasse les 20% dès 550 000 euros. L'impôt maximum dans l'assurance vie, c'est 31,25 et il faut dépasser 852 500 pour les atteindre. Donc, indiscutablement, si en cas de vie, on l'a vu dans le slide précédent, l'assurance vie est un excellent moyen, également, en cas de décès, l'assurance vie reste la meilleure solution. Si je compare à Dubaï, voilà, ça se passe de commentaires, je suis à 0%. Donc, les taux des droits de succession appliqués en France montent jusqu'à 45% en ligne directe. Et il faut se rappeler que c'est le cas le plus favorable, parce que c'est même 55% pour une fratrie et 60% à partir du 3e degré ou lorsqu'il n'y a pas de lien de parenté. On peut résumer en disant que les droits de succession en France, c'est un impôt confiscatoire. La France est la championne des droits de succession. Ce sont les plus élevés d'Europe et même peut-être probablement les plus élevés au monde. Alors, je propose un petit exercice à travers 3 exemples. Et je vais vous faire participer. On va imaginer des personnages, Léo et Chloé, qui sont des résidents fiscaux français, pardon. Sarah et Tom, ils sont des résidents fiscaux de Dubaï. Et Georges et Rachel
sont des résidents fiscaux aussi à Dubaï et votre serviteur. Dans les cas suivants, nous allons voir ensemble s'ils sont soumis au droit de succession et si oui, quel droit de succession. Alors, je vous propose d'entrer dans le premier exemple. Voici donc Léo et Chloé. Ils sont donc résidents français et ils ont acquis un bien mobilier et immobilier à Dubaï. Donc, on est avec des Français qui ont acquis un bien à l'étranger, en l'occurrence à Dubaï. Que ce soit pour Léo, un bien immobilier en direct ou par le biais d'une SCI, ou Chloé, elle a investi à l'étranger, un compte en banque ou un contrat d'assurance vie, et elle demande, en cas de décès, qu'est-ce qui se passerait pour la succession? Est-ce qu'ils sont soumis au droit de succession et si oui, lesquels? Alors, je vous propose d'utiliser le chat pour répondre si, selon vous, il va y avoir ou pas des droits de succession, puisqu'on a vu qu'à Dubaï, il n'y a pas de droit de succession. Dans ce cas, avec nos résidents fiscaux français, est-ce qu'ils vont les subir ou pas? Je vous laisse quelques secondes. Est-ce qu'on a des réponses? Tu vois des réponses, Rachel? Non, je ne vois pas de Non. réponse, mais la réponse est évidente, Gilles. Eh oui, La réponse est évidente, évidemment. À partir du moment où ils sont résidents fiscaux français, les malheureux, ils vont se faire ils seront matraquer. soumis au régime de droit de succession français, absolument. Alors, on continue. Deuxième exemple. Cette fois, Sarah et Tom sont des résidents fiscaux à Dubaï et ils possèdent un bien mobilier et immobilier en France. Donc, c'est le cas inverse. Est-ce que Sarah et Tom vont-ils être soumis à des droits de succession? Je vous Évidemment, laisse un instant pour y évidemment, Gilles. réfléchir. Et oui, à nouveau, ils vont subir, ils vont être soumis au régime de droit de succession français parce qu'ils ont acquis un bien immobilier en France et que c'est le lieu de situation qui va définir l'impôt. Troisième et dernier exemple, voici Georges et Rachel, des liens avec des personnages que vous auriez pu rencontrer dans la vie. Il n'y a pas de point commun. Ils sont résidents fiscaux à Dubaï et ils ont acquis un bien mobilier au Luxembourg. Georges, par exemple, il a un contrat d'assurance vie luxembourgeois et Rachel, elle a un FID, c'est-à-dire un fonds interne dédié. C'est une spécificité du Luxembourg. Et ils demandent s'ils seront soumis au droit de succession. Et là, bravo, vous avez choisi la meilleure combinaison. Il n'y a aucun droit de succession parce que le Luxembourg n'applique pas d'impôt. C'est le principe de la transparence. On applique la fiscalité du pays de résidence. Or, en l'occurrence, en résidant à Dubaï, c'est la fiscalité du Dubaï qui s'applique et donc il n'y a pas d'impôt. En résumé, voici un tableau de synthèse. Il faut vraiment prendre des mesures pour ne pas diluer, voire perdre les avantages que procure une résidence à Dubaï. L'immobilier, assurance vie, les arbitrages sont nécessaires, voire indispensables. Vous l'avez compris, pendant la période où vous êtes résident aux Émirats arabes unis, il est préférable de transférer son patrimoine hors de France. Ces quelques exemples devraient vous avoir convaincu. Conserver sa résidence en France, c'est prendre le risque de rester imposé en France. Les locations immobilières situées en France restent imposées sur leur lieu de situation, donc en France. L'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, continuera de s'appliquer sur les biens situés en France. Il va même augmenter parce que votre logement ne représentera plus votre résidence principale et il perd l'abattement de 30%. Vous allez, si ça ne suffisait pas, subir une majoration de 40% de la taxe foncière pour la résidence secondaire et jusqu'à 60% de la taxe d'habitation qui reste maintenue dans ce cas, quand vous êtes non-résident. Et enfin, fin de l'exonération de la plus-value pour les résidences principales si elle n'est pas vendue dans l'année du départ. Voilà, ça fait pas mal de raisons de ne pas conserver son patrimoine en France. On ne revient Excuse-moi de pas sur... t'interrompre, Gilles. Il y a Oui. Lionel qui pose une question qui, à mon avis, est pertinente pour ce stade-là de la conversation. Il demande quelles sont les différences fiscales entre Dubaï et Abu Dhabi, s'il y en a. Je ne suis pas capable de vous répondre sur cette question. Je ne sais pas, mais je vais me renseigner et je lui répondrai directement. J'ai les Ok, coordonnées ok, de Lionel. ok, ok, super.
Je ne reviens pas sur les règles de résidence, puisque Maître Benayoun les a largement évoquées il y a un instant, mais vous donner quelques statistiques avant de vous parler du Luxembourg. Vous voyez ici les 3 premières lignes, il y a les notations de la France, du Luxembourg et de Dubaï, et les 3 principales agences de notation, Fitch, Standard & Poor's et Moody's. On peut voir que le Luxembourg, c'est la ligne du milieu, eh bien, il a un triple A. Je rappelle qu'en France, c'est un double A moins. Et triple A, triple A, triple A dans les 3 agences de notation, c'est là, c'est magnifique, hein, c'est la meilleure notation possible. Et même si Dubaï ou la France ne démérite pas, le Luxembourg se situe au-dessus. Elle est avec les meilleurs pays du monde, l'Australie, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse, la Norvège, la Suède et Singapour. Voilà, c'est les seuls pays qui ont des triple A. Si je vais, alors on ne va pas regarder tous les chiffres, mais regardons par exemple la dette par rapport au PIB en 2022, le Luxembourg est à 24,5%, quand la France était à 111%, c'est le quart de la dette qui repose, que le Luxembourg possède par rapport à la France. Si je prends par habitant, le PIB par habitant d'un luxembourgeois est au triple de ce que fait l'habitant français. Si je regarde le salaire moyen, pour prendre encore un chiffre clé, il est de 70 000 euros au Luxembourg pour 41 500 euros, pardon, j'ai été trop vite, pour 41 500 euros pour un Français. Voilà, c'est quelques chiffres, c'est juste pour vous dire à quel point le Luxembourg est une bonne destination et on peut mettre son argent en confiance quand on le place dans ce pays. Alors, le triangle de sécurité, quand on parle d'assurance vie du Luxembourg, on parle systématiquement du triangle de sécurité parce qu'il bénéficie d'une économie solide, le Luxembourg, largement soutenue par son secteur financier performant. Ce succès repose sur les mérites et les moyens déployés notamment grâce à ce fameux triangle de sécurité qui sécurise les assurances vie luxembourgeoises. Ce modèle se distingue par sa grande sécurité et sa transparence envers les souscripteurs, étant soumis à la réglementation unique du Grand-Duché du Luxembourg. Au Luxembourg, la réglementation requiert la signature d'une convention tripartite formée par la compagnie d'assurance, la banque dépositaire et l'autorité de contrôle des assurances qu'on appelle le commissariat aux assurances. Et c'est ce qui forme le triangle de sécurité. Et alors, l'avantage majeur du contrat d'assurance vie au Luxembourg réside dans le fait que l'argent déposé n'est pas physiquement détenu par l'assureur, mais par une banque dépositaire. Ainsi, les avoirs de l'assuré restent dans tous les cas protégés. Ce contrat est considéré comme le plus sécurisé d'Europe. Il surpasse même la Suisse, grâce à cette répartition qui garantit les avoirs du souscripteur. De plus, le super privilège, voilà encore un terme propre au Luxembourg, il accorde aux bénéficiaires, aux souscripteurs donc, du contrat d'assurance, une priorité absolue sur tous les autres créanciers de la compagnie d'assurance, y compris l'État ou les salariés de la compagnie. Donc l'assuré est le premier créancier de la compagnie d'assurance. Alors, devenir résident de Dubaï, tout en conservant ses actifs en France, on l'a vu, c'est contre-productif. Le contrat d'assurance vie luxembourgeois fonctionne de manière similaire au contrat français, sans fiscalité sur les gains tant qu'aucun retrait n'est effectué. Mais en cas de retrait, c'est la fiscalité du pays de résidence qui va s'appliquer. Et à Dubaï, on a vu qu'il n'y a pas d'impôt. Avec Sésame Patrimoine, ma société, le traitement est personnalisé. On va prendre en compte des situations spécifiques. Voilà, parfois, vu l'ancienneté du contrat, ce ne sera pas utile de transférer le contrat parce qu'il n'est pas imposable s'il date d'avant 97, par exemple. Donc, on fait du cas par cas et on fait une approche adaptée à chaque client. Voilà. Pour terminer, les raisons évoquées dans cette présentation, Dubaï
est une destination très prisée. Les particuliers, les entrepreneurs arrivent dans un pays où le soleil brille et où les affaires sont prospères. Les autorités font ce qu'il faut pour séduire l'installation d'Occidentaux. Il suffit d'y résider la plupart du temps pour bénéficier des avantages qu'on a passés en revue, et il dure aussi longtemps qu'on y réside. Et il y a déjà une belle communauté française bien organisée qui est présente à Dubaï. 28 000 personnes déjà. Concernant votre patrimoine, le contrat d'assurance vie français n'est pas adapté à la situation d'un expatrié. Il ne permet pas de jouir des avantages que procure la résidence à Dubaï. Le Luxembourg est une destination idéale pour vos capitaux. D'ailleurs, même si vous ne partez pas, c'est une bonne destination. Voilà, ne souscrivez rien si vous ne l'avez pas compris. Et souvent, si vous ne l'avez pas compris, c'est plutôt parce qu'on vous l'a mal expliqué. Et je suis ouvert aux questions.